Nous sommes jeudi 13h, vous savez ce que ça signifie. La review de AEW Dynamite de la veille. Et on refait ce truc parce que j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Nous y voilà, vous entendez la musique de Brad Danielson qui fait son retour ce soir à AEW Dynamite pour notre plus grand plaisir. Je coupe la musique directement, parfait. On a plus rien à foutre. La review en compagnie de Kozak, moi-même, sur twitch.tv/lesplanches en direct tous les jeudis à 13h. Si vous regardez ça sur YouTube, sachez que tous les jeudis à 13h, vous pouvez venir pour communiquer avec moi, être dans le chat, apparaître, faire comme Boris et être présent pour être là avec moi. Et pourquoi pas faire des sessions de questions-réponses si vous avez envie, si le concept vous plaît. Parlons de ce Dynamite qui était en soi un très beau show avec un banger de main event et j'ai hâte d'en parler parce qu'effectivement Brad Danielson et Daniel Garcia ont clôturé le show pour votre plus grand plaisir. Mais c'est pas le moment, pour l'instant c'est Justin Roberts qui ouvre le show pour introduire le match de championnat AEW intérim. Encore une fois, John va faire une défense de titre face à Rush qui avait battu Penta il y a 3 semaines lors d'un Dynamite. Donc quelqu'un qui est plutôt puissant, battre Penta c'est quand même un sacré nom, il faut le faire. Donc Rush face à Jon Moxley, toujours aussi dominant dans le roster. Alors, nous y revoilà. Le match était sympa en soi, j'avais beaucoup de réserves sur Rush, énormément de réserves. C'est un gars que je trouve qui manquait de communication, qui ne vendait pas très bien les coups. Là, au moins, j'ai pu voir ce dans quoi il est très bon, c'est-à-dire dans l'impact qu'il met dans ses shops. Là, John, il s'est mangé des shops, mais assez monstrueuses. Rouge l'a pas fait de cadeau, et c'était assez chouette là-dessus. Après, le match n'était pas non plus insane. On a eu tout ce qu'on attend d'un match avec John, c'est-à-dire que le mec, il s'est ouvert. Alors là, le mec s'est pas ouvert tout seul, c'est Rouge qui a mordu un peu la plaie qu'a John et qui cicatrise jamais, parce que John, qui a chou les semaines, à chaque fois il se rouvre la plaie, du coup il cicatrise jamais. Sa putain de plaie, elle est toujours ouverte. Ma foi, il saigne à chaque putain de match, c'est comme ça. En soi, c'était des grosses agressions de la part de Rush et des comebacks lunaires de la part de Jon Moxley. Il y a eu des problèmes de communication dans le match, malheureusement. Par exemple, dans cette séquence ici à l'extérieur, on va avoir un Rush qui essaye de... qui relève John. John lui faut un coup de pied pour reprendre l'avantage et Rush ne les vend pas en mode ah non, c'est moi qui fais l'attaque et du coup, John un peu ah merde. Du coup, on a des moments un peu bizarres où les attaques ne font rien, c'est un peu étrange. Un peu brouillon, la fin de match est super en revanche, on a aussi des bons petits spots comme ceci, voilà avec la blessure de Jon Moxley qui rend un peu d'intensité au match, on a des provocations de la part de Rouge qui envoie chier Jon Moxley, des suplexes dans le coin, c'est assez stylé, et aussi des problèmes de timing dans ce genre. À un moment, alors que John maintient Rouge sur le sol, il s'apprête à sauter sur lui et Andrade Idolo est censé intervenir et provoquer la chute de Jon Moxley. Sauf que Andrade a eu du retard et je ne mens pas, il s'est passé 5 secondes où John a attendu sur la corde avant de sauter alors qu'il était prêt. 5 secondes c'est énorme, hein. Imaginez, Rouge est par terre, il vient de le pousser, John hop, il est prêt à sauter et là on a 1, 2, 3, 4, 5... où John ne fait rien et ne bouge pas. Ça l'a foutu un peu mal, Andrade arrive, bouscule John qui se prend la corde dans les couilles, il tombe. Évidemment, les babyface ne restent pas à rien faire. Penta et Rey Fenix arrivent pour écarter Andrade de là, ils sont à l'extérieur. John te sort un comeback lunaire avec un énorme clothesline, il arrive à choper Rouge dans un slipper, un petit tombé ça ne marche pas, on reprend le slipper directement et John a la victoire, Rouge tape. C'était le bon résultat évidemment. Donc le match était sympa, mais des problèmes de communication, problèmes de timing, c'était pas toujours très parfait, mais c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est le segment suivant. Alors, nouvelle nouveauté dans les reviews de Kozak, moi-même, c'est que je vais attribuer à certains segments certains segments vont être classés dans le top 5. C'est ce que faisait la l'AEW dans les vignettes YouTube à l'époque. Je vais faire mon propre classement et là on va avoir le 5e meilleur segment du show de ce soir. Chris Jericho défie Jon Moxley après le match. Alors, il arrive avec tous ses larbins, presque tous. On a Sammy Guevara, Tay Conti, Anna Jay, toute nouvelle recrue de la Jericho Appreciation Society, ainsi qu'un des larbins de 2.0. Et désolé, avec certains noms, j'ai encore un peu du mal. C'est un des deux catcheurs de 2.0. Bref, ils vont tous en reparler. Du coup, ce larbin va dire bienvenue à la AEW Galaxy. C'est une grosse tacle évidente à la WWE Universe, ce qu'aimait beaucoup dire Vince McMahon pour présenter les fans de la WWE. Du coup, on a un des larbins qui
qui dit bienvenue à la AEW Galaxy, parce qu'en fait la Jericho Appreciation Society est un groupe qui se revendique être des sport entertainers. Exactement le terme qu'on dit pour les catcheurs de WWE, alors que Jon Moxley, le Blackpool Combat Club sont plus à se référencer comme des pro wrestlers, des catcheurs professionnels. C'est la grosse différence. Après, je trouve en soi c'est assez du coup je sais pas si c'est vraiment mérité comme appellation pour dire que la Jericho Appreciation Society sont des entertainers, je sais pas vraiment, mais en tout cas ça fait une belle rivalité avec deux termes et deux manières de voir le catch assez différentes, ce qui est plutôt chouette. On a aussi Anna Jay du coup qui va se présenter, qui va un peu dire maintenant je prends tout le roster féminin, je vous prends les uns après les autres. Elle est extrêmement intense, extrêmement drôle, mais sans devenir cringe. Et franchement, Anna Jay au micro, j'ai trouvé très très cool. Elle est juste à la limite d'en faire trop, mais en fait, elle est juste drôle. Elle est juste drôle, mais elle peut paraître toujours dangereuse. Et ça qui est assez cool. Donc, bonne promo d'Anna Jay, bonne surprise. Mais surtout, on va voir Chris Jericho qui va dire à Jon Moxley qu'il souhaite redevenir champion. Il l'a mérité. Et c'est vrai, ma peur que j'avais face au match à Eddie Kingston et avec la victoire de Chris Jericho, c'était quel est l'avenir. J'espère comment on va voir quelque chose avec ça. Effectivement, Chris Jericho redevient un peu le centre de l'attention pour le titre principal de la WWE face à Jon Moxley. Le rematch qui aura lieu dans 2 semaines à Dynamite. Jon Moxley contre Chris Jericho. Parce que c'est officialisé, Jon Moxley énervé dit à Chris Jericho, tu veux ton match, tu vas l'avoir. Et là il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que Jon Moxley a réussi à clasher Chris Jericho tout en gonflant son ego. Chris Jericho a un ego énorme, son personnage évidemment, et il peut facilement se mettre en colère et défoncer une promo pour rien. Ce que Jon Moxley a fait, c'est que, écoute Chris, je te respecte, sache que t'as été le catcheur qui m'a influencé quand j'étais jeune, mais c'est pas cette version dégueulasse que t'es devenu, ce sorcier de mes couilles, ce champion, je sais pas quoi, tout ce que t'as sorti à l'AEW qui pue du cul. Jon Moxley a assez trash sur ce que fait Chris Jericho à l'AEW. Ce que Jon Moxley veut, c'est que Chris Jericho ramène le Lionheart, l'un des premiers gimmicks de Chris Jericho qu'il a fait connaître, qu'il a propulsé, un gimmick sérieux. Jon Moxley veut que Chris Jericho ramène la meilleure version de lui-même et pas un gimmick absolument shitty. Et c'est chouette parce que du coup Chris Jericho ne savait pas trop sur quel pied danser, il savait pas s'il devait mal le prendre ou bien le prendre parce que Jon Moxley a vraiment valorisé Lionheart. Et donc dans 2 semaines, je pense qu'on aura effectivement Lionheart face à Jon Moxley pour le titre. En tout cas, c'était une bonne promo, une rivalité qui revient, qui ressurgit, une vieille rivalité pour le titre qui ressurgit. On aura donc le rematch Jon Moxley contre Chris Jericho dans 2 semaines à Dynamite pour le titre AW intérim. Petite pause, je vais juste fermer la fenêtre. Hop. Voilà, on revient. Excusez-moi. On a enfin les titres trio qui sont mis en avant, qui sont présentés. Ils sont ma foi très très beaux et très très efficaces, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les titres trio qui vont enfin apparaître, un tournoi va être organisé et la finale de ce tournoi aura lieu à All Out pour couronner les premiers champions en trio. Je ne sais pas qui je veux voir gagner. En vrai, mon équipe préférée en trio, ça reste la House of Black. Donc on verra, moi j'ai envie de voir la House of Black l'emporter. Il y aura sûrement un retour de Kenny Omega pour teamer avec les Young Bucks. Honnêtement, si je devais prédire quelque chose, je pense qu'on aura le trio Young Bucks et Kenny Omega, l'élite, face à la House of Black. C'est ma prédiction, on verra très bien ce que la WWE nous prépare. Mais en tout cas, enfin ces titres qui nous ont été teasés pendant des mois et des mois vont arriver. On verra bien ce que ça donne, moi je dis pourquoi pas. On a Dante Martin qui hype son match de ce soir face à qui? Qui c'est qu'il affronte déjà? Mince! Sammy Guevara, excusez-moi. Il va affronter Sammy Guevara, petite pro backstage, très sympathique. Il dit que, effectivement, il sait que Tay Conti sera présente, du coup, il dit que cette meuf sera présente. Je sais même plus comment elle s'appelle, à vrai dire, je ne sais pas qui c'est. Et en soi, elle a pas servi à grand chose, on y reviendra plus tard, mais bon. Très bien, bienvenue à toi, jeune demoiselle. Danhausen face à Ricky Stark. Alors, j'avais un petit peu peur de ce match parce que je sais que la WWE gère ses catcheurs comiques avec beaucoup de liberté et beaucoup de favoritisme et j'ai un peu peur de ce match qui allait peut-être décrédibiliser Ricky Starks. Heureusement,
Danhausen n'a pas le même traitement de faveur que Orange Cassidy, on va en reparler, mais c'est chouette. Danhausen, franchement, je le préfère de loin le voir à Orange Cassidy, il me fait moins cringer et surtout il a moins d'impact sur les autres catcheurs, je trouve. Donc on va y revenir. Danhausen fait son entrée, suivi de Ricky Starks qui ouvre le bal avec une vidéo promo légendaire. Le mec, il est cosmique, le mec, il est trop drôle, le mec, j'adore Ricky Starks. Ricky Starks est génial et ce soir, Ricky Starks a eu beaucoup d'importance, on va en revenir. Il fait donc son entrée, il imagine, toujours champion FTW, une ceinture qui n'est pas officielle. Donc match pour le titre FTW, c'est super. Alors le match commence et tout s'est passé comme ça devait se passer en fait. C'est-à-dire que Danhausen est un personnage comique, du coup on apporte la comédie au début du match, on a Danhausen qui va essayer d'envoyer un sortilège, un maléfice à Ricky Starks qui le compte direct, qui l'envoie par terre. Ricky Starks se fout de sa gueule en rejetant le maléfice à Danhausen, ok c'est fait, et suite à ça... Un peu de back and forth, Danhausen porte quelques coups quand même, voilà, c'est un catcheur, il se bat vraiment. Ricky Starks finalement parvient à foutre Danhausen au sol pour le compte de 3. Petite peur pour Ricky Starks qui a l'air de se faire un peu mal au cou. Je sais pas si c'était vraiment que du selling, alors soit il vend extrêmement bien, soit il s'est vraiment fait mal au cou et un petit peu de frayeur à ce niveau là parce que ce serait con qu'il sorte blessé, surtout après tout ce qui vient de se passer après. À la fin du match, Ricky Starks du coup qui a explosé Danhausen et même pas dans le jeu, même pas de match, mais c'est pas grave, il reprend le micro et comme la dernière fois il dit écoutez c'était facile, là je suis encore chaud, allez qui veut venir pour le titre FTW, je l'affronte direct maintenant. Et là, grosse pop et je m'y attendais pas, j'étais chaud patate parce que c'est Hook qui fait son entrée. Hook fait son entrée et va enfin défier un gros nom. Depuis le temps que Hook, il est hyper chaud à Rampage et qui claque des matchs où il atomise des jobbers, là, il affronte enfin un gros nom et j'étais excité comme une petite catin, vous avez même pas idée. Le charisme de Hook est génial. La gueule de Ricky Starks qui voit Hook arriver. Hook était son ancien partenaire dans la Team Taz, on le rappelle. D'ailleurs on a Taz au commentaire qui est comme un dingue, qui voit son fils aller là pour un match de championnat. Alors c'est pas un championnat officiel, mais c'est quand même un titre assez important. Voilà, on a toujours cette image avec Hook qui est hyper nonchalant et qui est génial. Toujours ces petits visuels avec Ricky Starks qui sait pas trop quoi faire. Et écoutez, on a Hook contre Ricky Starks et je vous le dis tout de suite, c'est le deuxième meilleur segment du show. C'était hyper rapide, ça a duré 3 minutes, mais c'était légendaire. Le match était court mais extrêmement excitant. Hook il arrive, paf paf, des énormes punch avec beaucoup d'intensité, beaucoup de puissance dans Ricky Starks. Ricky Starks qui te claque un spear monumental du cosmos. C'est la première fois que Hook se prend un coup aussi puissant qu'on a pu le voir vendre et il vend extrêmement bien. Mais Hook est hyper athlétique et parvient à se débattre des prises qu'essaie de faire Ricky Starks et à les contrer contre lui-même. Là il tente un putain de slipper. Ricky Starks va au sol, il se relève, mais finalement Hook ne lâche pas la prise, il maintient son slipper et Ricky Starks abandonne en 3 ou 4 minutes face à Hook. C'est un truc de dingue, c'est cosmique. Hook prend la putain de ceinture FTW de manière ultra dominante face à Ricky Starks. Le garçon, il est prêt. Hook, il est super jeune. Et je pense que le W a pris son temps en mode ah, est-ce qu'il est prêt et tout. Le gars il est prêt, le gars il est 100% prêt là. La hype qui dégage, l'intensité qui dégage dans ses combats, c'est fou. Ricky Starks c'était super avec lui. Donc Ricky perd le titre. À la fin, signe de respect puisque les mecs étaient quand même dans la même équipe. Ricky a un peu les boules et Hook repart avec le titre. Deuxième meilleur segment, c'était la folie. Et on enchaîne tout de suite avec le troisième meilleur segment du show parce que, encore une fois, je vous dis, Ricky Starks a failli voler la vedette dans ce show. C'est un truc de dingue. Ricky a été incroyable. Avant qu'on en parle, je vais aussi augmenter la lumière parce que je vois qu'on va rien sur mon retour, excusez-moi. Hop. Normalement, on verra un peu mieux. Hop. Normalement, on verra un poil mieux. Faites voir. Oui, on voit carrément mieux même, c'est parfait. Alors, Ricky est interrogé par Tony Schiavone qui lui dit bah alors Ricky, t'as perdu le titre, qu'est-ce que tu ressens alors que c'est toi qui alors que t'aurais même pas dû avoir ce match, c'est toi qui l'as proposé. Et là Ricky Starks, putain, faites tourner face, hein, faites tourner face, il te sort une promo babyface avec une intensité et un sérieux. Ce mec là, Ricky Starks, il est trop fort. Il est trop fort. Il rejoint, je trouve, l'intensité qu'a Eddie Kingston en promo, sauf que le mec a plus de crédibilité physiquement, désolé pour Eddie Kingston, et qu'il a un catch de dingue, Ricky Starks. Franchement, Ricky Starks, et en plus, il a une gueule, il a une sacrée gueule. Hein. En fait, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Eddie Kingston, mais avec un physique beaucoup plus athlétique et beaucoup plus agile. Donc là, on a en soi un futur top babyface, si vous voulez mon avis. Ricky Starks, il est ultra prometteur. Il dit en gros
qui en a marre d'attendre, que ça fait des mois qu'on lui dit attends, t'auras ton spot bientôt, mais non, que ça fait un an qu'il aurait dû avoir son spot, ça fait un mois qu'il aurait dû avoir son spot, maintenant il devrait avoir son spot, le mec il en peut plus, il est extrêmement en colère, et là, moment extrêmement choquant, sorti de nulle part, Hobbs attaque Ricky Starks. Et je vous jure qu'avec l'intensité de la pro de Ricky Starks et tout ça, quand Hobbs l'a attaqué, j'ai libérément, enfin sans le vouloir, j'ai crié dans ma chambre « Mais non! Mais nique ta mère, Hobbs !» Mais vraiment, c'était sincère, c'était vraiment vrai. Et la foule a fait pareil. La foule a surréagi à ce qui vient de se passer parce que Ricky Starks a fait un travail de dingue sur l'intensité de sa promo et Hobbs, personne ne l'avait vu venir. Hobbs et Ricky Starks, c'était une équipe, ils étaient comme ça. Pourquoi vous avez ça? Pour l'instant, on ne le sait pas. Et en vrai, c'est pas grave puisque rien n'a fait forcer dans ce qui vient de se passer. On ne comprend pas la raison de Hobbs, peut-être par jalousie par rapport à Ricky Starks, c'est possible. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Hobbs qui attaque Ricky Starks, c'était génial. On a donc un babyface, un nouveau babyface ultra établi, qui a perdu sa ceinture un peu heal, on va dire. Cette ceinture FTW, c'est pour les personnages un peu heal. Il l'a perdu. Il se fait attaquer par Hobbs, qui est une montagne de muscles, qui n'a rien dit, qui est instantanément à une hit dingue, parce que Ricky Starks, encore une fois, a fait un travail de dingue en termes de sa promo. Écoutez, moi je dis c'est parfait, let's fucking go. Ricky Starks face à Powers Hobbs, je dis 100% oui, allons-y. Oui. Let's go. Let's go, ça c'est du bon programme, c'est de la... This is good shit, comme dirait Vince McMahon. This is good shit. Passons. Bon, effectivement, il lui fait un Power Slam pour terminer sous les yeux Pantois et Tony Schiavone. On a backstage The Acclaimed qui dit qu'ils vont sortir une vidéo, un rap en vidéo où la stipulation sera annoncée face au match contre les Gun Club. Ok, pourquoi pas. Ils sont toujours aussi cool. Vient le match en milieu de show, Sammy Guevara face à Dante Martin. Sammy Guevara, comme toujours, fait son entrée avec Tay Conti. Dante Martin avec Sky Blue, la meuf qu'on ne connaît pas, la meuf random. Et le match a lieu. Alors, en soi, c'est un combat entre deux high flyers qui ont un style avec beaucoup d'agilité et d'athlétisme et d'esquive assez lunaire, mais qui a un manque d'impact certain sur les coups. Les deux catcheurs ont à peu près le même profil. Et bah du coup le match, c'était exactement ça. C'était un match avec des esquives et des spots parfois assez lunaires, assez stylés à voir, assez agiles, qui aillent dans tous les sens. Et très peu de ground wrestling, de contrôle, de puissance, d'impact. Voilà, c'était un match qui était ce qu'il était. C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais c'était pas un spot fest. Franchement, j'ai quand même plutôt apprécié au final. C'était quand même assez rigolo. Donc, dès le début du match, on a des gueules mythiques de Dante Martin. Franchement, regardez-moi ce petit minet là. On dirait Heath Ledger en catcheur. Bref, des moments assez rigolos. Gros spot, c'est quand Sammy Guevara veut renoncer au match et part escalader la rampe. Dante Martin le rattrape et lui passe un putain de salto avant qui envoie Sammy Guevara au sol. Alors normalement Sammy Guevara aurait dû perdre par décompte extérieur, mais l'arbitre, pour une raison obscure, n'a pas compté. Voilà, bon ça c'est un classique, hein, voilà, c'est pas grave. On a Dante Martin qui se fait gagner le match et qui te fait des têtes. Il prend du galon Dante Martin, il prend du galon en termes d'expression et c'est assez chouette. Voilà, des esquives assez lunaires, je sais même pas comment ça s'appelle, des saltos arrière, des trucs bizarres. À la fin, Sammy quand même arrive à claquer son JTS inversé. Compte de 3 et victoire de Sammy Guevara, c'est le bon résultat. Le match, c'est ce que c'était rigolo. D'ailleurs, je crois que Dante Martin s'est peut-être blessé dans le match puisque il avait l'air d'avoir très mal au genou et il ratait des spots, ce qui est assez rare. Il a raté le cutter que Sammy Guevara lui fait. Sammy lui fait un cutter à un moment en escaladant les cordes et Dante se le prend à moitié assez étrange et à la fin les gens sont un peu sur Dante. Il y a moins que Dante soit blessé, c'est possible, ce serait super, hein, encore un blessé, on est content. Putain, bon, à la fin du match, on a Tay Conti et Sammy Guevara qui attaquent Dante Martin. La pauvre Sky Blue essaye d'intervenir, mais Anna Jay arrive et elle se met à 2 sur elle. Finalement, c'est Rubisso, Ortiz et Eddie Kingston qui viennent faire la save. La foule scande Eddie, mais c'est sur Rubisso qui a fait les gros plans. Et que c'est sa musique à la fin qui résonne. Bon, pourquoi pas. Bref, la save est faite. Ils sont tous un peu sur Dante Martin, un peu inquiets. Le match était sympa, c'était rigolo. C'est un bon match de milieu de show qui cassait pas trop battre un canard.
Promo backstage, Daniel Garcia qui sera dans le main event ce soir, qui va affronter le revenant Bryan Danielson. Il hype le match de ce soir et il dit qu'il va le casser. Il dit qu'en gros Bryan, ça fait des mois qu'il est pas là, alors que Daniel Garcia, ça fait toutes les semaines qu'il s'entraîne, et donc il va atomiser Bryan Danielson. On a hâte de voir ce match, ça va être cool. En backstage, on a aussi Jay Lethal et ses deux larbins, le géant et le teigneux, qui sont en mode eh bon, Jet, t'as perdu la ceinture face à Samoa Joe à Ring of Honor, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je veux surtout qu'on se fight face aux Best Friends parce qu'on n'a pas terminé notre affaire. Les Best Friends arrivent, ils auront un match à Rampage. Allez, allons-y. Bon, Jungle Boy fait son arrivée sur le ring accompagné de Luchasaurus, accompagné du dinosaure, pour faire une promo en parlant de Christian. Il s'agit du 4e meilleur segment de la soirée, puisqu'il a donné beaucoup de gras, encore une fois, à la rivalité. Jungle Boy est interviewé par Tony Schiavone, du coup, il prend directement le micro et il est extrêmement énervé. Il traite Christian de grosse chatte, de possé. La rivalité prend de l'ampleur, la dérivée de Jungle Boy est plutôt bonne, il est assez énervé. 2-3 petits bafouements, mais il reste sincère, et du coup c'est assez cool. On sent que c'est un jeune catcheur, mais qui est vraiment énervé, et ça c'est chouette, ça marche bien. Luchasaurus reste dans l'arrière à regarder ça, on sait pas trop ce qu'il pense, et j'ai beaucoup aimé, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'était voulu, mais la caméra fait en sorte que Luchasaurus soit très peu présent, histoire qu'on ait toujours un petit peu peur que d'un coup ils se mettent à agresser Jungle Boy par derrière, ce qui aurait été franchement possible, parce que c'est toujours le point d'interrogation Luchasaurus. Jungle Boy, ils sont tous des têtes de minet, c'est assez drôle. Jungle Boy va prendre Luchasaurus sur l'épaule et lui dire que Christian a fait une grave erreur en prenant Luchasaurus sous son aile, puisque Luchasaurus est son meilleur ami, le dinosaure est son meilleur ami. Et Christian backstage, avec un petit peu de retard, il y a eu un peu de problème au niveau de la production à la EW, parce que Christian a dû attendre un petit peu que Jungle Boy l'entende. Il commence sa promo et Jungle Boy l'entendait pas. Bref, mais c'est pas très grave, c'est un petit détail. Christian va dire à Jungle Boy que voilà, c'est une petite catin, il continue à la traiter de tous les mots, il insulte son père qui est mort, et surtout il dit que Luchasaurus, il dit à Luchasaurus, quand t'étais avec moi, je t'ai propulsé, je t'ai élevé, tu peux pas dire le contraire. Si tu restes avec Jungle Boy, tu vas rester avec, tu seras toujours le petit larbin et le sidekick de Jungle Boy. Avec moi, t'étais devenu quelqu'un. Et il faut dire que Christian a raison, Luchasaurus était devenu très hypant avec Christian. J'espère toujours, franchement, au fond de mon cul, j'espère que Luchasaurus va trahir Jungle Boy, je l'espère, parce que franchement, pour élever tout le monde, je pense que c'est la bonne chose à faire. Pour élever tout le monde, il faut que Luchasaurus trahisse Jungle Boy, et que Jungle Boy, à l'image de Ricky Starks, ait un programme en tant que top babyface qui s'élève. Et allons-y là-dedans. Et Luchasaurus, malheureusement, quand il est avec Jungle Boy, il est pas très crédible, alors qu'avec Christian, il peut apprendre, et il peut être une vraie force menaçante, et bref. Donc on verra où tout cela nous mène, mais en tout cas, il y a toujours un point d'interrogation sur Luchasaurus. Alors je ne perds pas espoir sur le fait qu'il peut potentiellement trahir Jungle Boy, la preuve est qu'il porte toujours son costume noir. Il est toujours sous symbiote, donc il y a toujours moyen qu'il trahisse Jungle Boy. On verra où tout ça nous mène, en tout cas, la rivalité est assez haute et prend. Ça c'est chouette. Pour l'instant, c'est plutôt un sans faute sur Dynamite, c'est des bons segments ou des trucs corrects, on est cool, et là ça va pas manquer. On a un segment backstage avec les Young Bucks, on a leur caméraman qui leur dit « Bon les gars, les matchs trio, 3 trios t'as annoncé ». Et bah tous vos potes sont blessés en fait, comment vous allez faire? Ils sont un peu deg, les Young Bucks veulent pas en parler, ils sont... Ouais c'est ça, bon allez on avance, on va bien voir. Et là il tombe sur Adam Page. Et direct une connexion se fait, il y a une sorte de gêne qui s'installe, Adam Page en mode ouais salut les gars, hey, joyeux anniversaire Adam Page, ah ouais merci, ouais, c'est un bon anniversaire, je t'avais pas sauté, ah, cool. Et là les Young Bucks ils disent écoute Adam, ça fait des mois, on veut te parler. Ce serait peut-être le bon moment Et puis là, le Dark Order arrive en mode hey, bon anniversaire Adam Page et tout. La jeune est là, les Young Bucks savent pas trop comment intervenir. Et du coup, ils disent bon, c'est pas grave, on se parlera une prochaine fois. Chouchou. Cool, c'est très cool parce que ça c'est. On se demande si vraiment. Honnêtement, j'aimerais bien voir Adam Page avec les Young Bucks. Honnêtement, hein, si Kenny Omega est pas clear de combattre, franchement, je dis pas non. Histoire de, je sais pas, de renouer. Après, est-ce que ça marchera? Peut-être pas que l'amitié est morte à jamais. Mais c'est chouette de voir cette histoire qui continue un peu à traverser. Même si Adam Page pour l'instant n'est pas très hot, ça peut être un moyen de le remettre sur le devant de la scène. Donc pourquoi pas, en tout cas c'est très intriguant. Et c'était très juste de la part de la WWE de faire ça. De mettre en avant les Young Bucks qui veulent style par trio et qui actuellement sont bloqués. Là on a le gros filler du show. Et je vais pas vous mentir,
Ce match, je l'ai skippé. Je l'ai skippé, je me force pas à tout regarder quand les choses me donnent pas envie. J'essaye, hein, j'ai maté les 2 premières minutes et j'ai fait bon ouais, on va skipper. Match handicap entre Tony Nese et son manager Mark Sterling face à Swerve Strickland qui flee et banni du ring. Donc c'est un match handicap. J'avais pas envie de voir ce match. Tony Nese c'est un jobber glorifié en soi. L'autre con il sert à rien, la rivalité il est pas terrible. Swerve Strickland il domine le match, à la fin il fait un gros coup de pied sur Mark Sterling pour le compte de 3 de manière absolument dominante. J'ai passé. Ça aurait dû être le match avant main event, la place un peu bâtarde, la place un peu morte. Ce match-là aurait dû l'avoir parce que c'était clairement le gros filler du show. Franchement, c'était un peu emmerdant. Sauf que backstage, on a un gros monsieur que je sais pas qui c'est, qui attaque Keith Lee. Et moi, je suis un peu en mode, mais c'est qui ce connard on sait pas. Mais Swerve, il a un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tony Nese, du coup, on profite pour attaquer Swerve par derrière et prendre le titre. Apparemment, c'est un pote à Tony Nese. C'est random. Je sais pas qui sont ces gens. Tony Nese, je connais, mais lui, je sais pas qui c'est. Bref. Pro backstage, en promo vidéo de la House of Black, Malakai tease sa rivalité avec Miro, tandis que Brody King tease sa rivalité avec Darby Allin. On a une sorte de grosse rivalité, plusieurs rivalités qui se toisent, qui se lient, et c'est assez excitant encore une fois, on a hâte de voir où tout ça nous mène. La place d'avant main event, c'est le match féminin, évidemment, ça fait 3 semaines, voire 4 semaines d'affilée que les femmes se prennent le spot d'avant main event, le spot le plus bâtard, le plus dur, où la foule est la plus morte, et là c'est pour le titre de championnat AEW féminin. Il n'y a aucun respect à ce niveau-là, et franchement, je le maintiens. Alors ce match n'était pas parfait, on va y revenir, il y a même beaucoup de défauts, mais jamais de la vie, il méritait ce spot. C'est le match handicap qui méritait ce spot. Tout booker digne de ce nom aurait mis le handicap match en spot avant main event. Je comprends pas pourquoi la WWE retombe dans ses travers avec le traitement des matchs féminins dans sa société, et c'est pas cool. C'est pas cool, ça décrédibilise les femmes et ça c'est pas chouette. Donc on a Miyu Yamashita qui va affronter Thunder Rosa. Alors s'il y a match, c'est parce que au Japon, je sais pas si c'était à New Japan, mais en tout cas au Japon, Thunder Rosa a perdu face à Miyu Yamashita lors d'un petit roll-up, et du coup Thunder Rosa a dit écoute, je te donne un spot pour le championnat féminin de la AEW lors de Dynamite, et ce match a eu lieu. Alors en soi, je vais vous dire un truc, c'est dommage ce match, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être très bien. Ça aurait pu être très bien. Thunder Rosa, alors rien à dire sur Thunder Rosa, elle a été nickel, je trouve, du début à la fin. Intense, électrique, avec beaucoup de rapidité et d'impact dans ses coups. Très chouette. Par contre, du côté de Miyu, c'est elle qui a causé ce côté dommage. Elle a de superbes faciès. Elle a un superbe jeu, Miyu. Et aussi, elle a des coups qui sont assez cool, hein. Des bons coups de pied, des bonnes prises, pas d'impact. Sauf qu'il y a eu des maladresses et des problèmes de communication dans ce match, mais surtout des maladresses que j'ai pas compris. Ça a commencé comme ça, ça a commencé à l'extérieur sur la rampe, Miyu a trébuché je ne sais combien de fois sur la rampe, et les deux femmes ont un peu galéré en mode qu'est-ce qu'on fait, on se bat, je te suplexe, tiens-toi à droite s'il te plaît. C'était un peu bizarre, un peu galère. Mais aussi ce moment, à un moment, au bout de 5 minutes de match, Thunder Rosa est par terre et s'est mangé quelques coups, et là il y a Yumi qui s'apprête à lui donner un coup de pied, et elle attend 5 secondes, encore une fois, avant de faire son coup de pied. Où Thunder Rosa la regarde, l'attend en mode meuf, donne-moi le coup de pied, qu'est-ce que t'attends? Et à 5 secondes, Thunder Rosa regarde Miyu comme ça, sans rien faire. Et Miyu, au bout de 5 secondes, elle fait le coup de pied, Thunder Rosa se le prend. Et je suis en mode, mais putain, mais c'est un coup de pied, c'est pas un gros spot, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce laps de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Quel est le problème? Et ça a grave impacté ce match qui a perdu en intensité. C'est dommage, il y a eu des moments de flottement hyper étranges dans le match. Mais tu vois, après c'est rattrapé par des moves de Miyu qui sont légendaires, comme ce German suplex magnifique et hyper impactant sur Thunder Rosa. Finalement, Thunder Rosa parvient à faire son finisher pour le compte de 3. Thunder Rosa l'emporte, évidemment. C'est dommage, hein, c'est dommage ce match, parce que franchement, ça aurait pu être un très bon match féminin. Et c'était pas très chouette. Le programme pour AW Rampage, Matt Sydal face à Lee Moriarty, c'est un match qui avait été teasé il y a quelques temps. Teacher contre élève, maître contre élève. On rappelle que le manager de Jade Cargill, je sais plus son nom, veut avoir Lee Moriarty dans son équipe. Est-ce qu'il va intervenir? Sûrement, il aura sûrement un impact dans le match. On verra bien. On aura aussi Ethan Page contre Lone Ruffin. Ethan Page a besoin de victoire et là, il n'y a même pas match, je pense. Ça va être un petit filler. Anna Jay face à Ruby Soho.
peut-être le match le plus hypant de Rampage. Est-ce que je pense pas que je vais arrêter les reviews de Rampage parce que malheureusement je manque par manque de temps. Mais je regarderai quand même les trucs qui m'intéressent. En l'occurrence, ça je pense que je regarderai parce que c'est quand même la rivalité assez grandissante qui est en place. Et on aura aussi le match 3 contre 3 que je regarderai pas. Jay Lethal, Sanam Singh et Sanjay Dutt. Là, Jay Lethal, le géant et le teigneux face aux best friends avec Orange Cassidy. Ça va être chiant, j'ai pas envie de regarder ça. Par contre, programme de Dynamite un peu plus hypant. L'Undisputed Elite fait son retour. Alors, je pense qu'ils sont toujours blessés. Peut-être que Kyle O'Reilly n'est pas blessé, mais je pense qu'Adam Cole est peut-être toujours blessé, on verra bien. Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish reviennent avec les Young Bucks. Ça parlera sûrement des matchs par trio, je pense que ce sera ça. On aura clairement Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui feront équipe, les Young Bucks qui font équipe. Et la question, c'est de savoir de où va aller Adam Cole. Est-ce qu'il va rejoindre les Young Bucks? Est-ce qu'il va rejoindre l'Elite? Franchement, je préférais que Adam Cole aille rejoindre Bobby Fish, Kyle O'Reilly en mode Undisputed Era. Que les Young Bucks soient toujours en mode merde, on n'a pas de partenaire. Que Kenny arrive ou qu'Adam Page arrive, on verra bien. Mais ouais, là on va avoir deux équipes que j'espère, s'affronteront lors du tournoi. Ça peut être très très intéressant. On a aussi Thunderstorm, l'équipe la plus cringe féminine, qui vont affronter Britt Baker et Jamie Hater. J'espère que Britt Baker et Jamie Hater vont prendre la victoire. Parce qu'il faut arrêter avec Thunderstorm, hein. Faut arrêter avec ça, faut vraiment arrêter, faut pas les mettre en avant. C'est super cringe. Et pas la faute à Thunder Rosa, hein. La faute à Tony Storm, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref. Matt Hardy contre Christian Cage, c'est cool parce que les deux c'était grave embrouillé il y a quelques semaines. Et là on a enfin un match, c'est chouette, Jungle Boy sera sûrement investi. Sûrement une victoire de Matt Hardy du coup avec intervention de Jungle Boy. Nous verrons bien ce qui se passe. Et dans 2 semaines évidemment, le tournoi, le championnat AW intérim sera défendu. Jon Moxley face à Chris Jericho, le rematch 2 ans plus tard si je ne m'abuse. Très très chouette, ça va être très très cool. On verra bien où tout cela nous mène. Mais ce soir, c'est le main event. C'est le retour de Bryan Danielson face au catcheur technique de la Jericho Appreciation Society, Daniel Garcia. Et putain de merde, ce match. Daniel Garcia 25-18, un score plutôt honorable, mais pas non plus légendaire. Et Bryan Danielson refait son entrée. Il est si charismatique ce con, putain. Quand la musique a retenti, que la foule a popé, j'étais excité, putain, de le revoir. Ça fait du bien de le revoir. Bryan Danielson fait partie des 3 meilleurs catcheurs de la AEW selon moi. Avec Punk, MJF et lui. Quand je dis meilleur catcheur, je parle de catcheurs qui peuvent faire le plus vendre. Qui fait vendre des matchs, créer une sorte de hype. Et qui putain, et on y croit. Bryan Danielson, il est là. Pour moi, Bryan Danielson, je vous le dis tout de suite, avant qu'on passe au match, c'est le meilleur catcheur au monde. Techniquement parlant. Sur un ring, c'est le meilleur catcheur au monde. Point. Et il n'y a pas match. Je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Il n'y a pas match. Et la raison pour ça, c'est que ce n'est pas que le meilleur catcheur, techniquement parlant. C'est pas parce que ce sort les moves les plus techniques, ni parce qu'il est vif ou rapide ou qu'il a une bonne psychologie de ring. Non. C'est aussi sur l'acting et sur le fait de te faire croire à ton spectateur qu'il se passe un truc important à l'image. Et on va y revenir. Dès que la cloche sonne, Bryan, il fonce de Garcia et il le rue de yes kick. La foule est en mode yes, elle est à fond. Le pauvre Garcia il prend cher. On enchaîne sur un dive hyper impactant, pas aussi impactant sur Darby, mais pas loin. Il y a beaucoup de vitesse et beaucoup d'impact sur ce dive. Très cool. Dès que Garcia remonte sur le ring, je te fais des coups d'avant-bras sur la tête en mode UFC. En mode on y croit, c'est un vrai combat. Le match commence vraiment comme une dinguerie. Garcia ne peut rien faire. Il enchaîne sur un magnifique dropkick extérieur avec tellement de rapidité et de puissance. Garcia il s'envole, c'est génial. On a ce mec avec ce sac derrière la tête. On dirait que Dashing Cody Rhodes a mis ça 10 ans auparavant sur la tête. C'est magique. Et là, alors que c'était un fou Bryan Danielson, que c'était pour son retour après tout. Donc il fait tous ses gros moves, la foule est à fond. Là il se passe un truc incroyable. Bryan Danielson fait un dropkick sauté depuis la 3ème corde sur Daniel Garcia, qui du coup est par terre et est tout fait. Et là Bryan, il s'éteint. Comme si, son coup a l'air d'avoir pris cher. Et il s'éteint, il est plus là. Et il a l'air d'être dans les vapes. L'arbitre va le voir en mode inquiet. Même Daniel Garcia a un regard un peu inquiet limite. Et on est en mode, qu'est-ce qui se passe? Et la foule est hyper inquiète sur est-ce qu'il vient de se tuer là? Ou est-ce qu'il est dans les vapes? Est-ce qu'il s'est blessé? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc énorme. Et honnêtement, le match continue. Alors le match continue, l'arbitre fait pas de signe X. Même Jericho en commentaire est en mode haha, vous voyez, donc on me dit ah ok, c'est un work.
mais le travail de selling de Bryan est incroyable. Bryan reprend l'offensive, il cale Garcia au sol, il court dans les cordes, et en esquivant un close line, je maintiens, le mec il tombe, il chute par terre. Il est pas là. Daniel Garcia est complètement dans les... Bryan Danielson est complètement dans les vapes. C'est incroyable. Et d'un coup, le match, il prend une tournure, la foule, elle s'éteint. Mais pas dans le mauvais sens. La foule s'éteint parce que la foule est inquiète. Complètement inquiète. Moi, j'étais hyper inquiet. J'arrivais à voir que c'était un work parce que c'était, comment dire, parce que l'arbitre n'arrête pas le match et parce que pour des raisons on arrêterait ce match si jamais Bryan était dans cet état là, mais c'est réaliste, on y croit de ouf. Bryan Danielson est le meilleur catcheur au monde. Ce qui vient de se passer là, ça a fait tournure au match qui l'a rendu hyper chaud. Daniel Garcia profite de son moment de faiblesse pour Bryan pour l'envoyer dans les escaliers. Il enlève le tapis du sol et claque un putain DDT sur Bryan au sol. Bryan il saigne, il s'est cuté. Super job de la part de l'arbitre qui participe à rendre le match extrêmement réaliste et intense. On a des Garcia qui essayent d'aller attaquer Bryan Danielson alors qu'il est au sol. Et l'arbitre lui colle dessus en mode non, tu recules, c'est sérieux, tu te barres de là, là c'est sérieux ce qui se passe. C'est super travail de la part de l'arbitre. Le match se reprend. Bryan est complètement dans les vapes et Daniel Garcia en profite. Il plante ses doigts dans la plaie de Bryan Danielson qui souffre le martyr. Et Bryan te cale des comebacks où la foule se renvole. Et regardez-moi ça, à peine il retourne, la foule est debout, elle se lève, elle applaudit face à Bryan Danielson. Et là on a Daniel Garcia qui tente de faire des prises soumission, qui tente de caler des slippers. Bryan renverse, paf, sur un chicken wings de la sorte pour soumettre Garcia qui n'y arrive pas. On a un German suplex en mode dragon, en mode bridge. On a Garcia qui essaye de faire des coups de coude, le trademark de Bryan Danielson. Bryan Danielson contre et fait ses propres coups de coude à lui. Là, ça y est, le match redevient ce qu'on pensait que ça allait être à la base, à toute base, sans ce moment de flottement étrange avec la blessure de Danielson. Un match impactant, technique, et on y est. Sauf qu'il arrive après ce moment où Danielson est potentiellement blessé et est pas bien. Et ça ajoute une vibe complètement différente au match qui est super original et super cool. Encore un German de la part de... un suplex plutôt, de la part de Danielson. Et là, alors que Danielson reprenait le contrôle du match, qu'il allait enchaîner sur ce pauvre Garcia, une main attrape les pieds de Danielson sans que l'arbitre s'en rende compte. Danielson est complètement bloqué, il ne sait pas quoi faire. Garcia en profite, pas le driver sur la nuque blessée de Bryan Danielson. Il enchaîne sur un sharpshooter complètement dans le contrôle. Le sharpshooter en mode hop là, je te prends, je te cale et tout. Danielson n'abandonne pas. Mais Danielson s'évanouit. L'arbitre sonne la cloche. Garcia remporte le match. Le match retour de Danielson. C'est Daniel Garcia qui l'emporte. La foule est sous le choc. Je suis sous le choc. Personne ne s'attendait à voir ça. Personne. Jake Hager, qui était celui qui avait coincé les jambes de Bryan Danielson et qui a permis la victoire de Garcia, vient célébrer. Jericho qui est au commentaire est super heureux et vient célébrer aussi. Et on a cette image de fin. Garcia qui n'en revient pas. Il a battu le meilleur catcheur au monde. Et le show se termine là-dessus. Waouh. On a là du booking choquant. Du booking choquant mais pas gratuit. Du booking choquant qui a du sens. Et qui va emmener quelque part les choses. Personne s'y attendait, et c'est la bonne chose parce que ça a été bien raconté. Je dis félicitations aux deux lutteurs, à Bryan Danielson et Daniel Garcia. Les deux ont un jeu super. J'ai pas dit que Bryan Danielson savait hyper bien vendre sa blessure, mais Garcia, dans sa puterie, dans son côté, je sais pas si je dois vraiment l'attaquer, mais je vais le faire. Il était génial, il avait un jeu super. En promo, il est super. Ce mec-là, Garcia, il est top ce catcheur. Il est top. Propulsez-le ce con, propulsez-le, il est génial. Gros big up à Danielson, gros big up à Garcia, gros big up à l'AEW pour ce booking que personne n'a vu venir et qui est hyper intelligent et hyper malin. Et tout ce que je veux dire c'est what the fuck, je le redis, c'est pour cette raison que Bryan Danielson est le meilleur catcheur au monde. Parce que, en plus de te faire un match énorme, techniquement impactant et bien rythmé, le mec qui te fait croire en plus de ça qu'il est blessé, qui catch sous blessure, et t'y crois. C'était un banger. C'était un banger.
des 3 main events qui a eu lieu entre le Spotfest du match à 3 pour les titres par équipe, le match hardcore entre Chris Jericho et Eddie Kingston, et ce match simple, ce match-là, c'est le meilleur des 3, haut la main de très très loin. C'est le plus mémorable de très très loin. Ce qui s'est passé, c'était incroyable. Écoutez, ce match, c'est le meilleur segment du show. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir au moins ce match. C'est dingue. Ça, this is pro wrestling. Bon retour Bryan Danielson, merci d'être venu. Et merci à toi d'élever des jeunes talents comme ça alors que c'est ton match retour. Que tout le monde t'attend, que tout le monde veut te voir, que tout le monde veut te revoir au top de ta forme. Et tu arrives et tu donnes la victoire à ce jeune talent qui est Daniel Garcia, qui est hyper prometteur et qui est très talentueux. Gros big up à toi, tu es le meilleur catcheur au monde. Ce sera tout pour cette review de WWE Dynamite. On se retrouve la semaine prochaine en direct sur twitch.tv/lesplanches à 13h jeudi. Je vous fais de gros bisous. C'était Kozak. À la prochaine. Tchou tchou bye.